Je déclare la réunion du 28 janvier ouverte. Et avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser, je pense qu'André Denis nous rejoindra par la vidéo, mais pas ici si je ne m'abuse. Y a-t-il des excusés? Rafik? Julien? A priori, tout le monde est là, mais je vais vérifier quand même. Serge? Je ne vois pas tout le monde sur l'écran. Ah non, mais il y a plusieurs écrans. Hein. Ah oui, donc voilà, moi je n'ai pas en principe de déconvocation ni d'absence. Mais... Virginie? Luc? Ok, merci. L'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, ainsi que l'ordre du jour des questions d'actualité, vous ont été envoyés par email avant le début de la séance. Je vous rappelle de bien vouloir allumer votre micro lorsque je vous donne la parole et de ne pas oublier de le couper à la fin de votre intervention. Je vous rappelle également qu'au terme de la séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur 2 dossiers. Et lors de la séance à huis clos, j'aimerais, si possible, pouvoir voir tout le monde, donc que tout le monde mette son écran. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2020. Je donne la parole à Madame la deuxième secrétaire pour la lecture de ce résumé. Eh bien, bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver. D'ailleurs, il est encore temps de vous présenter mes meilleurs vœux. Alors, résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 10 décembre 2020. Séance publique. La réunion est présidée par M. Jean-Claude Jadot, assisté de M. Erwin Guquel et de moi-même en visioconférence. La séance est ouverte à 16h35. 54 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Madame la directrice générale provinciale assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. En séance à huis clos, les documents suivants ont été reportés à la prochaine séance du Conseil provincial, à savoir ce jeudi 28 janvier 2021. Le document 2021-078, prolongation du directeur financier provincial, et 2021-079, désignation d'un directeur du département sciences et techniques à la Haute École de la province de Liège. Réouverture de la séance publique. Monsieur le Président donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2020. Monsieur le Président prononce l'éloge funèbre de Monsieur Jean Loiseau, ancien conseiller provincial. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 2021-A03, A04, A05 et A06. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 2021-077, 2021-081, 2021-083 à 099, 2021-101 à 117, 2021-138 à 143 et le document 2021-145. L'Assemblée adopte les documents 2021-080, 2021-082, 2021-100, 2021-125 à 137 et le document 2021-144. L'Assemblée prend connaissance des documents 2021-118 à 2021-124. Le procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2020 est approuvé. La séance publique est levée à 19h10. Merci. Merci, Madame la secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra, comme d'habitude, en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, le document 21-146, vérification des pouvoirs d'un conseil provincial suppléant de la liste PTB pour le district de Huy, arrondissement de Huy, appelé à siéger en remplacement de M. Luc Navet, démissionnaire. Nous allons procéder à la désignation par voie de tirage au sort d'une commission spéciale de vérification des pouvoirs pour l'arrondissement de Huy. Elle sera composée de 7 membres. La commission devra nommer en son sein un président et un rapporteur chargés de soumettre les conclusions de la commission au Conseil. J'invite les membres suivants
à se diriger vers la salle du collège provincial et nous allons tirer les noms, Madame la secrétaire. Eh bien, moi-même. Anne Tans. Rafik Rassa. Rafik. Marc Delray. Julien Van de Bury. Serge Kappa. Tiens donc. Mustapha Badji. Luc Lejeune. C'est bon, c'est bon. Et... Je pense qu'on en a 7. Je pense qu'on en a 7, donc je vous demanderai de vous diriger vers la salle du collège. C'est Virginie qui a gagné le gros lot, c'est la seule qui n'a pas été désignée. Nous suspendons nos travaux pendant quelques minutes afin de permettre à la commission que nous venons de désigner de s'acquitter de sa mission. Luc Lejeune qui va nous faire connaître les conclusions de la commission spéciale de vérification pour l'arrondissement de Huy. La parole est à toi, Luc. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale Provinciale, Mesdames les conseillers provinciales, Messieurs les conseillers provinciaux. Au nom de votre commission spéciale de vérification réunie en séance de ce jour sous la présidence de Rafik Rassa, à laquelle assistaient Mustapha Bakshi, Julien Van den Bury, Anne Tans de Bruges, Serge Kappa, Marc Delray et moi-même, j'ai l'honneur de faire rapport sur la vérification des pouvoirs d'un conseiller provincial suppléant de la liste PTB de l'arrondissement de Huy, district de Huy, afin de pourvoir au remplacement de M. Luc Navet, démissionnaire. Suite au désistement successif de Mme Déborah Paco et Eva Meus, première et deuxième suppléante de la liste PTB du district de Huy, à laquelle appartenait M. Luc Navet, signifié au président par courrier des 11 et 12 janvier 2021, M. Grégory Piron, né le 24 mai 1978 et domicilié rue Octave Philippot 54H à 4570 Marchin, est devenu premier suppléant en ordre utile de la même liste. Par courrier daté du 13 janvier dernier, M. Grégory Piron notifie au président du conseil provincial qu'il accepte le mandat de conseiller provincial jusqu'au terme de la présente législature. Il résulte d'une correspondance avec l'autorité communale de Marchin datée du 19 janvier 2021 que M. Grégory Piron réunit les conditions d'éligibilité requises et ne se trouve dans aucun cas des incapacités ou d'incompatibilités prévues par les dispositions décrétales, les articles L 4142-1 et L 2212-74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En conclusion et à l'unanimité, votre commission spéciale de vérification vous propose, Mesdames les conseillères provinciales et Messieurs les conseillers provinciaux, d'admettre M. Grégory Piron à la prestation de serment et de procéder à son installation en qualité de conseiller provincial. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Vous avez entendu les conclusions du rapport de votre commission spéciale de vérification tendant à admettre comme membre du conseil provincial M. Grégory Piron, issu du district de Huy, en remplacement de M. Luc Navet, démissionnaire. Je mets ces conclusions aux voix. Qui est pour les conclusions de la commission spéciale de vérification? Unanimité. Je vous remercie. Je vais à présent inviter M. Grégory Piron, dont les pouvoirs viennent d'être validés, à prêter le serment légal par visioconférence. Je vous demanderai donc de lever la main droite, M. Piron. Et vous avez la parole. Vous m'entendez, là? Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Oui, pardon. Bonjour à toutes et tous. Merci. Donc, je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous remercie. Je prends acte Merci, de votre prestation de serment et vous déclare installé dans vos fonctions de conseiller provincial. Merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite, chers collègues, la bienvenue dans notre Assemblée. Merci beaucoup. Je vous informe que M. Piron sera membre de la première commission en remplacement de M. Luc Navet.
Point 3 de l'ordre du jour, le document 21/156, motion du Conseil provincial de Liège en soutien aux travailleurs de FedEx, TNT et à leurs familles. Je vous informe que j'ai été saisi d'une demande d'inscription en urgence pour ce point. Conformément à l'article 72 de notre ROI, cette demande a été soumise à l'examen du bureau du Conseil ce jeudi 28 janvier et celui-ci demande à notre Assemblée de se positionner sur la notion d'urgence. Le projet de motion vous est transmis par email. J'invite M. Luc Gillard, député provincial président, à la tribune pour la présentation de cette motion. Vous avez la parole, Monsieur le député président. Merci, Président. Chers collègues, voici donc une lecture exhaustive de cette motion, brève mais qui va à l'essentiel. C'est une proposition donc de motion visant à apporter le soutien du Conseil provincial de Liège aux travailleurs de FedEx, TNT et à leurs familles. Considérant l'annonce de l'entreprise américaine FedEx de procéder au licenciement de 671 ou 671 personnes et de modifier 861 contrats de travail, considérant le contexte économique et social particulièrement difficile, considérant l'impact que cette décision pourrait provoquer pour l'emploi en province de Liège, tant au niveau des emplois directs qu'au niveau des emplois indirects, considérant les investissements publics importants consentis, notamment par la province de Liège pour le développement de l'aéroport et par conséquent de l'emploi local, considérant l'attractivité des activités de fret au départ de l'aéroport de Liège. En conséquence, en sa séance du lundi 28 janvier 2021, le Conseil provincial de Liège s'étonne que cette annonce subite de licenciement et de modification de contrats de travail massifs, soutient les travailleurs et leurs familles dans leur combat pour leur emploi actuel, demande à la direction de FedEx TNT de revenir sur sa décision, encourage les pouvoirs politiques à tous les niveaux à se positionner contre l'intention affichée de licencier et à faire pression sur la direction de cette société pour qu'elle revienne sur cette annonce en démontrant les avantages liés à l'activité au départ de Liège et à l'ensemble des efforts publics consentis, passés, présents et futurs, et charge donc le Collège provincial d'envoyer cette motion à la direction de FedEx TNT, à la direction de Liège Airport, au gouvernement wallon, ainsi qu'aux 24 communes de l'arrondissement de Liège. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le député président. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Rafik. D'abord, positivement, je voudrais souligner pour une fois que le collège et que le collège provincial et que le groupe PTB soit télescopé au niveau de nos envois respectifs de motions et que finalement ces motions sont assez similaires et je m'en réjouis et donc je veux au nom de mon groupe apporter évidemment mon soutien à la motion qui est donc présentée aujourd'hui. Je veux quand même souligner deux petits points qu'on trouve importants en tant que PTB à souligner, qui ne sont pas repris malheureusement dans la version définitive. Un premier point, c'est les bénéfices que réalise FedEx aujourd'hui. On trouve important de souligner cet aspect-là des choses parce que ce qui rend les choses vraiment insupportables, c'est que justement une entreprise bénéficiaire puisse licencier aujourd'hui autant en tous les cas, s'apprête à licencier autant de personnes. Donc j'invite vraiment tous les groupes politiques à soutenir au niveau fédéral pour le coup alors des propositions de loi qui aboutiraient à l'interdiction, c'est ce qu'on demande en tous les cas depuis des années, à l'interdiction de licencier pour une entreprise bénéficiaire. Deuxième point que je veux souligner, dans notre motion, on appelait aussi à soutenir les délégations syndicales qui se battent aujourd'hui avec les travailleurs pour faire reculer la direction. Voilà, je me doute que dans une motion plus consensuelle, certains groupes,
le soutien aux syndicats peut poser un certain nombre de problèmes à certains groupes plutôt à droite. Mais donc voilà, nous, en tous les cas, de notre côté, on trouvait ça important de les soutenir aujourd'hui parce que le combat va être long et qu'il n'est pas encore fini et qu'ils auront besoin d'un soutien politique pour faire reculer la direction de TNT FedEx. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Nous passons donc au vote sur l'urgence. Qui est pour l'urgence? Unanimité? Pas de remarques? OK. La notion d'urgence ayant été décrétée, qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité, le Conseil adopte la dite motion. Point 4 de l'ordre du jour actualisé, question d'actualité. Vous avez reçu par email l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 4 points. Le document 21/A07 et 21/A08, questions d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relatives à l'accord de coopération entre la province de Liège et la communauté germanophone. Le document 21/A09, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la revue provinciale Notre Province, et le document 21/A10, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la situation des étudiants en période Covid-19 et la difficulté à trouver un stage. Pour la première question référencée 21/A07, je donne la parole à M. Yves Desroilles. Tu peux allumer ton micro, Yves. C'est fait. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le député président, chers collègues. L'accord de coopération qui liait la province de Liège et la communauté germanophone expirant en 2018 a été prolongé pour 2 années consécutives, donc jusqu'à fin 2020. En matière de bail, on parlerait d'une tacite reconduction. Nous sommes maintenant en janvier 2021 et le temps presse vu que la prolongation de l'accord a touché à sa fin le mois dernier. Interpellé à ce sujet par les soins de mes homologues Haussmann et Schrobichen lors du Conseil provincial d'octobre dernier, vous avez indiqué qu'une rencontre entre vous et le ministre-président du gouvernement de la communauté germanophone serait programmée pour le 10 novembre 2020, bien entendu. Or, l'ordre du jour de notre Conseil provincial d'aujourd'hui ne mentionne nullement un nouvel accord sur lequel le Conseil provincial pourrait s'exprimer. Donc, je pars du principe qu'un accord n'a pas encore été trouvé. Je tiens à rappeler l'importance de cet accord pour la population germanophone de notre province, dont seulement environ 1/5 des recettes provinciales récoltées à travers le précompte immobilier n'est réinvesti dans les diverses institutions, associations, etc. des 9 communes de langue allemande. Mes questions sont donc simples. Où est-ce qu'on en est dans les négociations et où est-ce que ça coince? Et finalement, ne pensez-vous pas que les 4 conseillers germanophones de notre Assemblée pourraient apporter une plus-value pour mener à bien la mission de conclure un nouvel accord de coopération? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Dans le passé, la conférence des bourgmestres des 9 communes de langue allemande a été associée aux négociations, tout comme les conseillers provinciaux élus directement dans le district électoral d'Eupen. Or, ces dernières années, les conseillers provinciaux germanophones n'ont malheureusement plus été invités aux négociations. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Monsieur le Conseiller provincial. Pour la deuxième question référencée 21/A08, je donne la parole à Monsieur Michel Neumann. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, chers collègues. Depuis 2004, le gouvernement de la communauté germanophone, le Collège provincial de Liège, ont réaffirmé à plusieurs reprises leur confiance mutuelle et le lien particulier qui les unit en signant un accord de coopération. Il est maintenant temps pour la communauté germanophone, la province de Liège et la conférence des bourgmestres de signer un nouvel accord. Parallèlement, un accord concernant la zone de secours 6 doit également être trouvé. Seit 2004 haben die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft und das Lütticher Provinzkollegium ihr gegenseitiges Vertrauen durch die Unterzeichnung eines Zusammenarbeitsabkommens in den letzten Jahren immer wieder neu bekräftigt. Nun ist es an der Zeit, dass die deutschsprachige Gemeinschaft, die Provinz Lüttich und die Bürgermeisterkonferenz
ein neues Abkommen vereinbaren. Zudem steht auch noch das Abkommen bezüglich der Hilfeleistungszone 6 aus. L'ancien accord de coopération qui a expiré fin 2020 prévoyait un transfert de la province vers la communauté germanophone pour environ 1,2 million d'euros par an. La province de Liège envisage à présent de réduire ce montant déjà très modeste de 410 000 euros supplémentaires, au motif que cette somme servira à financer une partie des subventions pour la zone de secours 6. Das erstgenannte Abkommen, welches Ende 2020 abgelaufen ist, umfasste jährlich knapp 1,2 Millionen Euro. Nun sieht die Provinz Lüttich vor, diesen doch sehr bescheidenen Betrag noch um 410.000 Euro zu kürzen, mit der Begründung, dass mit diesem Betrag ein Teil der Zuwendungen für die Hilfeleistungszone finanziert werden soll. Bien sûr, nous saluons le financement provincial de la zone de secours 6 et nous pensons qu'il est très important et également juste que cette zone reçoive le même soutien que les 5 autres zones. Cependant, nous ne comprenons pas ce principe de vase communicant. Économiser d'un côté ce qui est donné de l'autre, et ce, un soutien réel et sincère. L'accord de coopération et l'accord pour la zone 6 doivent être considérés séparément. Comme le montant de 410 000 euros évoqué plus haut se trouve sous la rubrique de supracommunalité, celui-ci devrait être utilisé pour des projets supracommunaux. Natürlich begrüßen wir sehr die Finanzierung der Hilfeleistungszone 6 durch die Provinz und finden es sehr wichtig und auch richtig, dass dieser Zone die gleiche Unterstützung zukommt wie den anderen 5 Zonen. Für uns ist es jedoch nicht nachvollziehbar, dass an einer Stelle genau der Betrag eingesetzt wird, der an einer anderen eingespart wird. Das Kooperationsabkommen und das Abkommen für die Hilfeleistungszone 6 müssen getrennt voneinander gesehen werden. Gerade weil dieser Betrag unter der Rubrik Supracommunalité aufgeführt wird, sollen die 410.000 Euro zukünftig auch weiterhin für übergemeinschaftliche Projekte eingesetzt werden. La province de Liège est la seule des provinces wallonnes à pouvoir se permettre la reprise prévue de 60% du financement de zones de secours, sans réduction drastique de dépenses et sans nouvelle augmentation d'impôts. Du point de vue du groupe écolo, il y a donc certainement une marge de manœuvre pour un accord financièrement beaucoup plus substantiel entre la communauté germanophone et la province de Liège, c'est-à-dire un accord sans réduction de dotation. Die Provinz Lüttich ist die einzige der wallonischen Provinzen, die sich die geplante 60-prozentige Übernahme der Finanzierung der Hilfeleistungszonen leisten kann, ohne Kürzung von Ausgaben und ohne weitere Steuererhöhung. Aus Sicht der Ecolo-Fraktion wäre somit durchaus Luft nach oben für ein finanziell viel umfangreicheres Abkommen zwischen der DG und der Provinz. Das heißt ein Abkommen ohne gekürzte Zuwendungen. D'où mes questions maintenant. Quand pouvons-nous espérer un accord? Deuxième question, jusqu'à présent, les projets soumis par la communauté germanophone à la province ont toujours été rejetés en référence à l'accord de coopération. Avec la réduction des 410 000 euros, à notre avis, cette référence ne peut plus être valable. Et ne pensez-vous donc pas qu'il est temps que les contributions à fixer soient également ajustées et non réduites comme c'est le cas ici? Et ma dernière question, qui est un peu la même qu'avant, y aura-t-il d'autres réductions ou peut-être d'autres augmentations concernant l'accord de coopération? Daher nun meine Fragen. Wann können wir mit einer Vereinbarung rechnen? Die zweite Frage. Die von der DG bei der Provinz eingereichten Projekte wurden bislang immer abgewiesen, mit dem Verweis auf das Kooperationsabkommen. Mit der Kürzung von den 410.000 Euro kann unserer Meinung nach der Verweis nicht mehr greifen. Sind Sie nicht auch der Ansicht, dass es an der Zeit wäre, eine Anpassung der festgelegten Beiträge vorzunehmen und nicht wie hier eine Verringerung? Und nun meine letzte Frage ist, abgesehen von den Mitteln für die Hilfeleistungszone mit einer Aufstockung der bisher geringen Finanzrückflüsse der Provinz an die DG zu rechnen? Beziehungsweise beabsichtigt die Provinz auch noch weitere Erhöhungen oder vielleicht auch Kürzungen auf Ebene der Gemeinden vorzusehen? Vielen Dank für Ihre Antworten und für Ihre Aufmerksamkeit. Merci beaucoup pour vos réponses et pour votre attention. Merci, Monsieur le Conseil provincial. J'invite Monsieur Luc Gillard, député provincial président, à la tribune pour les réponses du Collège provincial à ces 2 questions. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les conseillers, chers collègues, Madame la directrice générale provinciale, Monsieur le gouverneur, Messieurs Neumann et Messieurs Derwal. Comme le rappelle très justement M. Neumann, depuis 2004, la province de Liège et la communauté germanophone ont noué des collaborations très fortes qui se sont formalisées au travers de plusieurs accords de coopération
successifs qui ont effectivement entraîné des transferts de la province vers la communauté autour de 2 300 000 € par an et non 1,2 million, comme vous en faites mention dans votre question. Si vous voulez, pour les détails, je peux vous envoyer l'information. Au vu de l'incertitude engendrée par la reprise partielle des dotations communales aux zones de secours par la province, le présent accord de coopération a été prolongé et nous entamons actuellement le processus de négociation d'un nouvel accord avec les représentants de la communauté germanophone. À cet effet, j'ai pu rencontrer le ministre-président, comme je vous l'avais dit, au mois de novembre dernier, et une réunion technique entre nos administrations s'est tenue en décembre. Je n'ai pu vous donner d'informations plus intéressantes plus tôt, puisque nous avons seulement eu hier, et c'est un petit aparté que je fais par rapport au texte qu'on m'a écrit ici, seulement hier pour valider le PV de cette réunion. Donc voilà, on peut dire que nous sommes d'accord sur le contenu de ce qui s'est discuté et nous avançons dans la bonne direction. Monsieur Neumann, donc, malgré ce que vous semblez indiquer dans votre question, la province de Liège n'est en aucun cas capable d'absorber le surcoût que représente la reprise partielle des dotations communales, et ceci aux zones de secours, sans réaliser des économies substantielles au sein de ces dépenses. Elle serait d'ailleurs, dès 2023, la première des 5 provinces wallonnes à devoir affecter aux zones de secours plus de moyens que ceux qu'elle obtient via le fonds des provinces. Alors même que celui-ci doit, suite aux propos du ministre wallon des pouvoirs locaux, en réponse à des questions parlementaires sur ce sujet, être affecté aux seules communes francophones du territoire provincial. Dans cet esprit, pour pouvoir faire face aux 45 millions d'euros que représentent 60% des dotations communales aux 5 zones de secours francophones à l'horizon 2024, et 48 millions si on tient compte de ce que l'on devrait affecter à la zone de secours 6, donc la zone de la communauté germanophone, l'ensemble de l'administration provinciale travaille, plus que ça, puisque je pense que nous avons abouti, et vous en saurez plus lors de notre session budgétaire, de modification budgétaire du mois de mars, donc à une réduction minimum de 15% de ses actuelles dépenses ordinaires dans l'ensemble de ces secteurs d'activité. Dès lors, vous comprendrez que, par mesure d'équité, le futur accord de coopération soit soumis à des économies proportionnellement équivalentes. Par ailleurs, la sécurité civile est une matière par essence supracommunale. J'attire également votre attention sur le fait que les 410 000 € que vous citez dans votre question, qui étaient présents dans le précédent accord, avaient été négociés politiquement pour prendre en charge des coûts liés au fonctionnement des zones de secours dans le cadre de la réforme de 2015 et des spécificités linguistiques germanophones. Il est donc tout à fait logique et cohérent que ces montants soient intégrés dans l'accord lié au financement de la zone de secours 6. Monsieur Lerroil, rassurez-vous, rien ne coince dans l'avancement des négociations qui s'opèrent tant avec la zone de secours 6 qu'avec les représentants de la communauté germanophone. À ce propos, et pour faire suite à ce que je viens de dire par rapport à l'envoi du PV seulement, en tout cas la validation du PV de la réunion technique qui avait eu lieu en décembre, une réunion est prévue avec 2 dates et Madame la directrice générale que je viens d'interroger me dit que c'est le 8 ou le 9 février que cette réunion devrait avoir lieu. Donc les choses avancent et je pense qu'elles avancent dans le bon sens. Il ne vous aura toutefois pas échappé que tant en communauté germanophone que sur le reste du territoire provincial, il faut faire face à une crise sanitaire historique. Cette gestion est d'autant plus compliquée pour les régions transfrontalières et mobilise beaucoup de temps et d'énergie. Malgré tout, nous avançons au mieux dans ces négociations. Quant aux chiffres, permettez-moi de vous rappeler qu'en 2019, les recettes provinciales liées aux centimes provinciaux additionnels au précompte immobilier se sont élevées à 214 millions, dont presque 18 millions pour le bâti des 9 communes germanophones. Cela représente donc un peu plus de 8% de ces recettes, soit un peu moins d'un dixième de nos recettes en matière de CAPI. Je tiens à souligner qu'aucun accord équilibré ne peut résulter de l'opposition ou de la confrontation
des différents modèles. Ce n'est du moins pas la démarche du Collège provincial, ni l'actuelle dynamique de nos négociations. En effet, comparer les recettes fiscales d'un bâti à des politiques et investissements menés à l'échelle du territoire provincial, qui bénéficient dès lors à tous les habitants de notre territoire, revient à résumer arbitrairement l'ampleur des politiques provinciales qui sont menées au bénéfice de tous les citoyens du territoire provincial liégeois et, dès lors, également au bénéfice de nos concitoyens germanophones. Comme je vous l'expliquais, malgré la crise sanitaire, nous avançons au mieux, la province ayant, en cette matière, fait une proposition équilibrée. Elle attendait le retour du cabinet de monsieur le député président. Je vous dis que nous l'avons reçu hier. Celui-ci a été obtenu, puisque le procès-verbal de la rencontre de décembre entre nos techniciens a été validé. Les discussions en cours réunissent déjà de nombreux acteurs qui veillent chacun dans leur rôle à atteindre un accord équilibré. Je ne manquerai pas d'informer plus particulièrement nos élus germanophones de l'avancement de ces négociations et donc ne manquerai pas de vous transmettre ce PV dès la fin de notre Conseil. Enfin, tant pour l'accord de coopération générale que pour l'accord spécifique à la zone 6, j'espère aboutir et vous les présenter au cours de ce premier semestre 2021. Je vous remercie. Merci, monsieur le député provincial président. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Je vous rappelle que vous pouvez intervenir pendant 2 minutes maximum. Je pense avoir vu une main levée chez Sandrina à un moment donné, mais elle est partie. Non, personne ne souhaite intervenir, pas de problème. On peut donc passer à la 3e question, référencée 21/A09. Je donne la parole à monsieur Mannery. Vous avez la parole, monsieur le conseiller. Merci beaucoup, monsieur le président, chers collègues. Comme moi, vous avez sûrement eu la chance de recevoir dans vos boîtes aux lettres notre trimestriel, notre province, de ce mois de décembre 2020. Celui-ci était titré « La province, ça ne sert à rien », 3 petits points, de nier son utilité. Derrière ce titre interpellant et intriguant, et donc, à mon avis, plutôt réussi, de nombreuses questions se posent. Alors que les nouveaux conseillers provinciaux ne sont pas présentés dans le magazine, le nouveau député permanent ainsi que le collège s'offrent une seconde page complète. Autopromotion, bonjour. 16 personnes interrogées dans ce magazine et 16 fins connaisseurs, utilisateurs satisfaits des services de notre province. L'échantillonnage et la représentativité d'une population, on connaît. Parmi les exemples choisis avec soin, j'imagine, pour illustrer le caractère essentiel de notre institution et de ses services, je tiens à relever l'organisation de promenades, mélange de promenade et de dégustation de fromage, ainsi que la maternité de truite, des services essentiels. Et enfin, pour couronner le tout, une ligne éditoriale à faire rougir la Pravda elle-même. La province, ça ne sert à rien de nier son utilité. Ceux qui oseraient ne serait-ce que penser le contraire sont des illuminés, j'imagine. Le tout financé par le contribuable provincial, au cas où il ne saurait pas quoi penser par lui-même de notre si fameuse institution. Trêve de plaisanterie. Sur le fond du débat soulevé, je peux et je veux vous rassurer. Personne ne nie l'utilité des services provinciaux. Ce qui est contesté, c'est la pertinence de cet échelon. Or, le magazine affirme sans détour que la province apporte incontestablement la valeur ajoutée de la structure adéquate. Permettez-moi d'en douter. La province serait donc le niveau idéal pour organiser des promenades? Drôle de conception. Plus sérieusement, ce n'est pas en tentant de nier le débat que vous le ferez taire. Si vous tenez tant que ça à la province, ce n'est pas publier une propagande à la limite de l'outrance qui vous sauvera. Moderniser, réformer, rationaliser, coordonner, ouvrez les portes et les fenêtres. Et l'utilité de la province se démontrera d'elle-même. C'est loin d'être le cas actuellement. Et si un premier pas pour ouvrir notre institution, selon des modalités à déterminer au bureau provincial, n'était pas simplement d'ouvrir notre magazine provincial à l'expression des différents groupes démocratiques présents au Conseil provincial. Au final, nous pensons que c'est le débat démocratique qui sauvera la province et pas son absence, comme dans ce magazine. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller. J'invite à présent Mme Cathy Firquet, députée provinciale vice-présidente à la tribune, pour la réponse du Collège provincial à cette question.
Vous avez la parole, Madame la députée provinciale vice-présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Manieri, je vous remercie très sincèrement pour votre question qui va en effet me permettre de faire le point et de vous montrer, en tout cas je vais essayer, à toutes et tous qu'en matière de neutralité, la communication de la province est certainement à la pointe et pourrait, voire devrait, faire des envieux. Les illustrations et donc les implications de cette neutralité, appelée chez nous dépersonnalisation de la communication, sont en effet légion, et je vais en lister certaines tout en répondant aux questions et affirmations posées dans votre question. Ainsi, je vous remercie déjà au nom du Collège et du département de la communication d'avoir pris la peine de lire le dernier Notre province et d'avoir ainsi pu relever le côté réussi du titre. En première remarque, vous regrettez que les nouveaux conseillers provinciaux ne soient pas présentés dans le magazine, mais bien le nouveau collège. Je vous répondrai 3 choses. Premièrement, effectivement, les nouveaux conseillers ne sont pas présentés. Est-ce une erreur? Peut-être. Mais les changements de conseillers sont, vous l'admettrez, plus réguliers et sans doute moins impactants que les changements de membres du collège. Les conseillers, tout comme les membres du collège, ont été présentés, avec photo d'ailleurs, dans le Notre Province, consécutif aux élections et à l'installation du Conseil. Je vous renvoie au numéro de décembre 2018. Et, Monsieur Manieri, votre courroux et votre frustration viennent sans doute de là. Vous n'avez pas eu votre photo et je vous comprends. Un peu comme un joueur de foot qui est sélectionné pour la Coupe du Monde après que Panini ait édité son album collector pour la compétition. Il aura participé au tournoi, mais pour les fans et la postérité, c'est comme s'il n'avait pas été là, à moins d'avoir inscrit plusieurs goals. Deuxièmement, je vais faire, pendant ma réponse, plusieurs parallèles au trimestriel édité par la Wallonie, Vivre la Wallonie. Wallonie, au sein de laquelle votre parti est donc en majorité, dans ce trimestriel, après les élections de juin 2019, le gouvernement wallon était également présenté en photo, mais pas le Parlement, l'équivalent de notre Conseil. Dans ce trimestriel également, dans l'édition hiver 2020, un article informe les Wallons du changement au sein du gouvernement, en citant les ministres d'ailleurs, comme le Notre Province. Troisièmement, j'aurais pu comprendre cette première remarque si la page questionnée intégrait du contenu politique. Vous aurez lu, comme nous tous, qu'elle se limitait à énumérer nos compétences respectives, sans dire que nous les exercions avec talent. Et pourtant, oui, Monsieur Manieri, sur cette première remarque, nous aurions dû faire mieux. Elle n'était peut-être pas utile et pas dans ce format-là, mais vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une page informative, sans contenu politique, et que les différents niveaux de pouvoir agissent également de la sorte. En deuxième remarque, vous constatez que sur les 16 personnes interrogées, les 16 étaient des connaisseurs, utilisateurs satisfaits de la province, et vous doutiez donc de l'échantillonnage et de la représentativité. Vous aurez lu à la page 3 qu'il n'est nullement indiqué que le numéro est un micro-trottoir et que nous cherchions à savoir ce que les citoyens pensaient de la province. Effectivement, ce sont des utilisateurs qui ont été interrogés, comme le prévoyait la ligne éditoriale de ce numéro. La seule représentativité, le seul échantillonnage recherché fut que ces 16 utilisateurs illustrent des pans différents des politiques portées par la province. Il n'y avait effectivement aucun intérêt à prendre 16 lecteurs de la bibliothèque des Chirous ou 16 patients du service de la médecine du sport. Si vous avez, de votre côté, des difficultés à comprendre la pertinence de ce choix, c'est sans doute, certainement, et je le regrette pour vous, parce que vous n'êtes pas un utilisateur des services divers et variés proposés par la province. En troisième remarque, vous vous moquez des illustrations du caractère essentiel de notre institution. Ainsi, les promenades et la maternité de tweets ne semblent pas bénéficier de votre soutien. Effectivement, des sujets peut-être plus sérieux, en tout cas plus généraux et plus habituels, tels que l'accueil des sans-abri, la formation du personnel de l'aide médicale urgente
ou encore l'enseignement provincial auraient pu constituer le magazine à eux seuls. Ici, la volonté était, vous l'aurez compris, ou pas, de démontrer que nous sommes tous, sauf vous apparemment, des utilisateurs de la province, chacun dans nos spécificités et ou dans nos intérêts auxquels la province tente de répondre. D'ailleurs, je suis sûre qu'après avoir lu les articles sur la promenade et la maternité des tweets, vous avez pu briller lors des conversations, certes restreintes, des repas de fin d'année. Cela étant dit, c'est via des exemples concrets qu'il nous semble pertinent d'illustrer l'action de la province au bénéfice des communes, du secteur associatif et des citoyens. Certains, et vous n'en faites pas partie, sont heureux que la province travaille pour leur projet de promenade. D'autres, vous n'en faites visiblement pas partie non plus, apprécient le travail qui est le nôtre pour l'élevage des truites. Je vous demande de respecter leur travail, leur passion, mais aussi l'intérêt qu'ils ont pu porter à ces articles. En quatrième remarque, vous écrivez que, selon nous, ceux qui oseraient nier l'utilité de la province seraient des illuminés. Il n'est pas question de nier l'utilité de la province, au contraire, il était question de mettre en lumière, puisque vous parlez d'illuminer, toutes les politiques qui sont menées grâce au soutien et au travail de la province de Liège et de ses collaborateurs. Nier l'utilité donc, non. Défendre l'institution pour laquelle vous êtes élu, par contre, nous paraissait intéressant. Vous continuez en rappelant que le tout est financé par le contribuable provincial, au cas où il ne saurait pas quoi penser par lui-même de notre institution. Vous n'aimez pas notre province, nous l'avons bien compris. Sachez cependant que de nombreux citoyens reviennent positivement, eux, vers l'administration lorsqu'ils ont pris connaissance du dernier numéro, preuve de l'intérêt suscité. Les concours également, présents dans les derniers numéros avant le confinement, remportent un franc succès. Vous devriez d'ailleurs peut-être tenter votre chance. Vous noterez cependant que, dans ce Notre Province, il n'est nulle part dit comment penser. Ce magazine est un magazine d'information, du travail et des services provinciaux. Ce magazine, comme tous les autres précédemment d'ailleurs. Vous rappelez ensuite que personne ne nie l'utilité des services provinciaux, mais que ce qui est contesté, c'est la pertinence de cet échelon. Vous critiquez d'ailleurs la phrase d'une autre province indiquant que celle-ci apporte incontestablement la valeur ajoutée de la structure adéquate. Vous pouvez nier la pertinence de l'échelon, mais alors soyez cohérents, s'il vous plaît, et n'hésitez pas à présenter votre démission du dit échelon. Soyez cohérents. Et ne demandez pas, comme votre groupe l'a fait lors des derniers débats budgétaires, que la province engage davantage. Vous parliez de psychologues à l'époque. Dans tous les partis, on le sait, certains doutent de l'utilité de l'échelon provincial. Je pense que notre rôle d'élus provinciaux au sein de cette institution, donc, est de travailler pour prouver son utilité, travailler ici sur ses compétences, mais également pour l'instant et avec la réforme annoncée, en lobbying auprès de nos représentants dans les différents gouvernements et parlements, là où nous en sommes tous conscients, notre avenir et celui de notre personnel se jouent aussi. Au contraire de vous, Monsieur Manieri, nous restons persuadés de la pertinence de l'échelon provincial qui, mieux que nous, mandataires provinciaux, pour faire le lien entre les élus locaux et ce que d'aucuns appellent les technocrates de Namur. Elle est là, la pertinence de notre niveau de pouvoir. Amener cette réflexion supralocale entre l'État fédéral ou la Wallonie et les villes et communes. Ce n'est pas ajouter une couche de lasagne, c'est mettre du liant entre celles-ci, faire que les attentes des uns correspondent aux volontés des autres. La pertinence provinciale, c'est aussi d'agir pour ces petites communes là où leur territoire d'action est trop petit pour mener seul un projet, une politique. Enfin, plutôt que de nier le débat dans ce que vous appelez une propagande outrancière, vous nous proposez de moderniser, réformer, rationaliser, coordonner et ouvrir les portes et fenêtres, et que par là, l'utilité de la province se démontrera d'elle-même. Monsieur Manieri, sincèrement, que pensez-vous que nous faisons depuis des mois, si ce n'est moderniser, réformer, rationaliser et coordonner? Depuis la sortie de cette DPR,
nous travaillons sans relâche pour redéfinir les actions pertinentes, ces compétences résiduelles de notre institution, comme elles sont parfois appelées par certains. Ça ne se fait pas en une semaine, vous vous en doutez, sauf à faire des effets d'annonce, ce qui serait peu responsable lorsqu'on gère une institution de 6 000 agents. Vous suggérez ensuite, pour répondre à cette critique, d'ouvrir les pages du magazine aux différents groupes politiques représentés au Conseil. Vous savez, comme moi, que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est très clair. Je vous lis l'extrait de l'article à ce sujet. C'est l'article L. 3221-3. Un bulletin d'information communale ou provinciale destiné à diffuser des informations d'intérêt local ou provincial peut être édité à l'initiative du conseil communal ou provincial. Outre les communications des membres du collège communal ou provincial dans l'exercice de leurs fonctions, si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d'information communal ou provincial, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion. Aucun groupe politique, fût-il de la majorité, M. Magnéry, n'a accès aux colonnes d'une autre province. Il n'y a donc pas de raison que celui-ci soit accessible à l'opposition, comme c'est le cas, je vous le concède, dans certaines communes. Vous noterez également que, contrairement à l'usage dans certaines communes, les articles ne sont ni signés par le collège, ni écrits par le collège, ni accompagnés de la photo du député en charge de la matière. Tout juste, le collège dans son entièreté, et sans nommer les députés, signe-t-il l'édito du collège, est d'ailleurs le dernier élément faisant apparaître la mention collège, et peut-être pourrions-nous envisager de confier son écriture au comité de rédaction d'une autre province, comme c'est le cas, j'y reviens, du magazine wallon Vivre la Wallonie. Par ailleurs, depuis le début de la législature, et à part le premier numéro consacré à la déclaration de politique provinciale, à l'installation des nouveaux collèges et conseils, avec photo donc, aucun article n'a jamais fait la promotion d'un membre du collège, aucun, à l'exception d'un article sur notre prise de fonction à la présidence de l'Euregio, et je vous invite à vérifier. Une telle neutralité, cette ligne de conduite de notre collège est consacrée dans ce que nous appelons la dépersonnalisation de la communication. Pour l'illustrer encore, je vous rappelle par exemple que la page Facebook de la province ne relaie jamais les activités ou opinions des députés. Je le dis car ce n'est pas le cas partout. Et j'ajoute enfin que les communiqués de presse sont envoyés non pas par les cabinets, mais par l'administration et très régulièrement, pour ne pas dire toujours, c'est le directeur du département de la communication qui est renseigné en contact presse, pas les députés ni leur cabinet. Pour conclure par ce que vous appelez une manière plus anecdotique, vous proposez 3 améliorations faciles. Numéroter les pages, utiliser des QR codes plutôt qu'un pictogramme YouTube, utiliser des hashtags plus courts. Pour votre première remarque concernant la numérotation des pages, je reviens au remerciement que je vous adressais, vous qui avez lu ce dernier numéro. Malheureusement, vous n'avez sans doute pas lu les numéros précédents dont les pages étaient systématiquement numérotées. Il y a simplement eu un oubli pour cette édition. Nous le regrettons et le message est bien passé. Vos 2 dernières remarques, transformer les pictogrammes YouTube en QR code et faire des hashtags plus courts, ont bien été notées également et pourraient être suivies dans les prochains numéros, moyennant les adaptations techniques adéquates pour les QR codes. Sachez cependant qu'intégrer un QR code à plusieurs articles pourrait avoir une incidence sur le visuel du magazine. C'est ce qui relève d'une première analyse du département communication. En conclusion, Monsieur Magnéry, vous nous avez rejoints en prêtant serment en juin 2019, une main dans la poche. Déjà ce jour-là, vous témoignez de votre scepticisme par rapport à notre institution. On le sait, et vous le savez. Il n'y a pas de honte à changer d'avis et j'espère que nous arriverons à vous faire prendre conscience des apports positifs de la province, pourquoi pas, en pêchant une truite ou en vous promenant entre des dégustations de fromage. Notre province s'inscrivait clairement dans l'objectif de donner la parole aux citoyens, aux utilisateurs des services provinciaux pour qu'ils nous disent, grâce à leurs témoignages, comment ils vivaient la province.
Vous admettrez, au moins je l'espère, que cette version est moins figée qu'un numéro avec des articles classiques, ce qui, dans le climat actuel, ne facilitait d'ailleurs pas le travail de rédaction. Réaliser toutes ces interviews en période Covid ne fut pas aisé, et j'en profite pour remercier le département de la communication pour le travail réalisé. Enfin, et parce que je ne l'ai pas relevé en lisant votre question, mais je l'ai relevé quand vous l'avez lu il y a quelques minutes, sachez tout de même qu'on s'est tellement modernisé que nous ne sommes plus des députés permanents, mais nous sommes des députés provinciaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la députée provinciale vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Mannery, vous avez 2 minutes, comme le prévoit notre règlement. Parfait, merci Monsieur le Président, et je ne comptais pas faire long. Remercier Madame Firquet, quand même, Madame la députée, pour sa réponse, et ce n'est pas ironique, je trouve vraiment excellente sur le fond. La remercier aussi, parce que c'est assez rare pour être souligné, où parfois on tire au pistolet à eau sur elle et elle répond au bazooka, et ici ça n'a pas été le cas, elle a répondu sur le fond, et donc je l'en remercie, et je reste ouvert, et je crois comme beaucoup de collègues ici au sein de l'Assemblée, à être convaincu effectivement de l'utilité de la province, mais c'est par vos actions et votre bilan qu'on vous jugera. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller. Madame Firquet. Monsieur Manieri, je n'ai peut-être pas tiré au bazooka suite au message que vous avez laissé sur mon Facebook en imaginant que vous étiez mon conseiller provincial préféré. Voilà, nous pouvons passer à la 4e et dernière question référencée 21/10. Je donne la parole à monsieur Agip El Hajjaji. Merci, Monsieur le Président. Donc, après ce moment Nutella, je voudrais alors pouvoir intervenir en abordant un sujet interpellant dans le contexte actuel. Ça concerne la situation éprouvante des étudiants en période Covid et plus particulièrement leur difficulté à pouvoir trouver un stage. Donc, chers collègues, vous savez que la crise sanitaire se prolonge et apporte son lot d'épreuves. Un confinement inédit est en vigueur pour le moment, à la fois pour un délai très variable. On avait pensé des semaines, et puis des mois, et puis maintenant presque 1 an. Dans ces conditions, je suis particulièrement interpellé et inquiet de la situation scolaire des étudiants de notre enseignement provincial. Parmi les difficultés qui me sont rapportées, celle de suivre dans la durée des cours en ligne, de pouvoir interagir avec les professeurs et les autres élèves, de résorber des retards ou des matières non comprises, ou encore de garder le moral et la motivation pour réussir son année. Pour réussir justement son année, une des conditions obligatoires est de pouvoir trouver, réaliser et réussir ces stages, car pour certaines formations, le stage en milieu professionnel fait partie intégrante du processus de qualification et de certification. Or, des propos même d'étudiants que j'ai pu relever dans la presse, trouver un stage est devenu mission impossible. Et les étudiants se trouvent démunis et donc démotivés. Il est donc urgent de pouvoir trouver des solutions. J'ai aussi, à travers la presse, pris connaissance de certains témoignages, notamment cet étudiant de la Haute École de la province de Liège en soins infirmiers. Je ne crains pas de ne pas être suffisamment formé, mais les profs ne sont pas venus nous superviser aussi souvent. Ou une autre étudiante, dont je ne connais pas l'école précisément, qui nous dit, pour un stage dans les services infirmiers, parfois on a l'impression d'être de la main-d'œuvre gratuite, alors qu'en stage, on est censé apprendre. Alors, Madame la députée provinciale en charge de l'enseignement, pourriez-vous répondre à mes différentes questions? Premièrement, sur l'état de la situation, quelle est la situation des recherches de stage pour les étudiants de notre enseignement provincial? Avez-vous pu objectiver l'ampleur du problème? Deuxièmement, sur l'encadrement des stages, comment se passe cet encadrement des stages par les professeurs en ces temps confinés? Troisièmement, sur les métiers de contact plus particulièrement, comment se déroulent les stages qui relèvent des métiers de contact? Y a-t-il des clients, entre guillemets, dans les écoles où les étudiants s'organisent-ils entre eux? Quelles mesures de protection sont mises en place? Et enfin, sur les alternatives, pouvez-vous nous assurer que dans notre enseignement provincial, aucun étudiant ne rate son année parce qu'il ne trouve pas de stage? Si c'était le cas, que met en place la province pour mettre un terme à cette situation dont les étudiants ne sont pas responsables? Je vous remercie.
Merci, Monsieur le conseiller provincial. J'invite Madame Muriel Brodie-Ruilin, députée provinciale, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller Lajagi, vous m'interrogez sur les recherches de stage de nos étudiants, les encadrements par nos professeurs en ces temps confinés, le déroulement des stages relevant des métiers de contact et la réussite scolaire de nos étudiants. Comme vous le soulignez dans l'introduction de votre intervention, la crise sanitaire qui touche nos écoles depuis bientôt 1 an a un impact non négligeable sur leur organisation, sur le parcours des élèves et des étudiants, ainsi que sur le travail du personnel. Le personnel enseignant, mais aussi non enseignant. Les équipes éducatives relèvent chaque jour des défis d'organiser des cours en présentiel et à distance, de garantir un apprentissage de qualité, de veiller à la motivation des élèves, et je ne peux que les saluer et les remercier pour ceci. L'enseignement provincial est un enseignement qualifiant et professionnalisant, où les stages occupent une place essentielle pour l'acquisition et la consolidation des compétences de nos élèves et de nos étudiants. Les constats que je vais à présent vous dresser valent pour tous nos niveaux d'enseignement, qu'il s'agisse de l'enseignement secondaire, de l'enseignement de promotion sociale ou encore de l'enseignement supérieur organisé par notre haute école. Je ne peux que confirmer que l'organisation des stages prévus au cours de cette année scolaire n'est pas facilitée par la situation sanitaire et son évolution. Même si un nombre important d'élèves ou d'étudiants ont pu réaliser un stage dans des conditions presque normales, ou ont pu bénéficier d'une activité compensatoire, il faut reconnaître que d'autres éprouvent de réelles difficultés pour réaliser leur stage, faute de pouvoir trouver un lieu d'accueil ou de pouvoir bénéficier de l'encadrement de qualité qui leur est habituellement réservé. Dois-je rappeler que des entreprises ont suspendu leurs activités, c'est le cas des professions dites non essentielles, et que d'autres ont adapté leurs organisations en adoptant le télétravail, par exemple. Dans certains cas, leurs tuteurs ont directement été touchés par le Covid, devant ainsi interrompre l'accompagnement du stagiaire. La situation sur le terrain, vous vous en doutez, évolue à tout moment. Cela conduit parfois à ce qu'au sein d'une même section, des élèves ont pu réaliser leur stage, tandis que d'autres n'ont pas pu l'entamer ou le mener à bien complètement. C'est donc dans ce contexte très particulier, et je n'évoquerai pas ici la gestion des stages réalisés dans les sections pédagogiques ou paramédicales, que s'effectue l'encadrement de nos élèves et étudiants stagiaires. Dans tous les cas, nos équipes, qu'il s'agisse par exemple des chefs d'atelier, des accompagnateurs CFA, des professeurs superviseurs ou des maîtres de formation pratique, tous veillent tout particulièrement à soutenir les élèves et étudiants dans leur démarche et à chercher, le cas échéant, des solutions alternatives. La supervision du stage se déroule au sein de l'institution d'accueil, quand cela est possible, et dans le plus strict respect des mesures sanitaires. Si ce suivi sur place n'est pas possible, alors nos équipes ont recours à d'autres moyens, comme une visioconférence ou, plus simplement, à des appels téléphoniques. Nul besoin de préciser que dans le contexte actuel, cet accompagnement, revu et réinventé, est très conséquent et nécessite des adaptations en temps réel pour faire face à l'évolution constante de la situation sanitaire. Concernant les métiers de contact, dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique, par exemple, il n'est pas possible à 7 minutes d'organiser les stages. La formation pratique des élèves se déroule exclusivement à l'école, dans le respect strict des normes sanitaires imposées et vérifiées régulièrement par les services compétents. Ainsi, pour les 2 exemples cités, nos élèves travaillent sur des mains didactiques pour l'esthétique et sur des têtes malléables en coiffure qu'ils peuvent aussi, si le besoin s'en fait sentir, reprendre à domicile pour poursuivre leur apprentissage. Nous ne voulions pas, vous l'imaginez, faire venir des clients quand ces mêmes secteurs professionnels ne peuvent les recevoir.
J'en viens à présent à votre question relative à la prise en compte et à la valorisation des stages dans la sanction des études. Permettez-moi de vous rappeler que ceci relève de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À titre d'exemple, dans l'enseignement secondaire de plein exercice, il existe 2 types de stages obligatoires, comme par exemple les stages liés à la CPU, et d'autre part les stages soumis à une base légale spécifique liés quant à eux à des professions dites réglementées, les infirmiers par exemple. Dans les 2 cas, le certificat de qualification ne peut être délivré à l'élève qui n'a pas accompli ses stages et qui n'a pas bénéficié d'une dispense. Lors de la première phase de l'épidémie, en avril 2020, la ministre de l'Éducation, Mme Caroline Désir, avait pris un arrêté modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. Elle avait, de ce fait, défini un nouveau cadre pour la certification à travers la circulaire 75-60. Celle-ci prévoyait notamment que le jury de qualification et le conseil de classe ne pénalisaient pas l'élève qui n'a pas effectué la totalité de ses stages, la situation sanitaire étant indépendante de sa volonté. L'évolution de la situation sanitaire dans les prochaines semaines déterminera si les conditions de réalisation des stages de qualité peuvent encore être réunies. Dans le cas contraire, je serai particulièrement attentive à ce qu'un dispositif similaire à celui-ci soit adopté comme l'année scolaire passée. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer lors d'une réunion récente organisée au niveau de notre réseau CP11. Je vous remercie, Monsieur le conseiller, et je vous remercie pour l'attention que vous portez, bien évidemment, à tous nos étudiants et à l'enseignement de la province de Liège. Merci pour votre attention. Merci, Madame la députée provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Agib, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée en charge de l'enseignement, pour ces précisions. J'avoue que j'espérais avoir des données chiffrées qui permettraient de pouvoir prendre en compte la situation réelle, tant pour l'année passée qui s'est terminée, voire éventuellement pour le début de cette année. Je pense que nous pourrons aborder ce sujet-là lors de la prochaine commission pour avoir une vue d'ensemble. Et alors, vraiment, ma préoccupation, c'est de pouvoir m'assurer qu'aucun élève ne rate ses études parce qu'il n'a pas réussi à pouvoir réaliser ses stages. Et j'ai bien pris note de votre volonté de ne pas les pénaliser en ce sens. Donc voilà, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour les précisions apportées qui à la fois nous permettent de mieux comprendre la difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui le corps enseignant, et croyez bien que nous avons une pensée pour eux, mais aussi pour pouvoir montrer aux étudiants que nous sommes attentifs aux situations qu'ils vivent en ce moment. Merci, Monsieur le conseiller. Les points 5, 6, 7 et 8 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres du bureau, à savoir le document 21/147, modification de la représentation provinciale au sein de l'ASBL, Association pour la gestion du château de Joët, remplacement de M. Luc Navet, ancien conseiller provincial. Le document 21/148, modification de la représentation provinciale au sein de la zone de secours 4, Vestre, Oigne et Plateau, remplacement de M. Luc Gillard, député provincial président. Le document 21/149, représentation provinciale au sein de la Société intercommunale de gestion immobilière liégeoise, désignation des représentants provinciaux. Et enfin, le document 21/155, retrait partiel de la décision du Conseil provincial du 26 septembre 2019, le document 19/396, résolution numéro 2, en ce qu'elle porte sur la désignation de Mme Nathalie François, conseillère provinciale écolo au sein de l'Assemblée générale, et la proposition de désignation au sein du conseil d'administration de la SBL, Centre d'études et de documentation sociale de la province de Liège. Ces 4 documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par consensus que votre bureau vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote sur les conclusions du bureau. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé?
Pas de souci. Qui est pour les conclusions du bureau en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 4 résolutions. Point 9 de l'ordre du jour. Le document 21/AB/01, amendement budgétaire, création d'un article budgétaire intitulé « Subsides exceptionnels au secteur associatif, culturel et artistique », montant 1 €. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé un débat. J'invite donc le rapporteur, Mme Chantal Neven-Jacob, à nous en faire connaître les conclusions. Ton micro, Chantal. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la première commission du Conseil provincial s'est réunie ce mardi 26 juin 2021 et a examiné le document 2021/AB/01, amendement budgétaire, création d'un article budgétaire intitulé « Subsides exceptionnels au secteur associatif, culturel et artistique », montant 1 €. Le conseiller, porteur de l'amendement, explique qu'après lecture du budget 2021, il a été constaté que les dépenses de transfert étaient en baisse ou stationnaires et que la situation de la culture et de l'événementiel était très alarmante et que ceux-ci auraient besoin d'aide. Le but de cet amendement est de prévoir un article budgétaire supplémentaire qu'on pourrait appeler « subside exceptionnel au secteur associatif, culturel et artistique » pour préparer le déconfinement post-Covid espéré pour le dernier trimestre, période à laquelle on pourrait envisager un retour à la normale. Et pour préparer cela, il faudrait un soutien public et en tout cas de la province. Le député président prend la parole pour répondre à la demande d'amendement du conseiller. Cette demande ne constitue pas quelque chose de nouveau et la réponse est dès lors négative. Il rappelle ce qui a déjà été fait et qui sera fait. Maintien sous les auspices et avec le concours de la communauté française des aides à la diffusion pour toutes les séances de spectacle annulées dans le cadre du dispositif Théâtre à l'école et tournée à Révis, et cela de mars à décembre, ce qui a permis aux opérateurs d'honorer en partie le cachet des artistes. Les subsides pour les manifestations annulées ou reportées ont aussi été maintenus. Un fonds de soutien a également été créé pour faciliter la relance du secteur culturel dans le domaine de la musique, des arts vivants et des actions culturelles généralisées à travers les centres culturels. L'urgence artistique sera de permettre à la culture de repartir à la rencontre du citoyen et à celui-ci de se la réapproprier. Le rôle des pouvoirs publics sera de faciliter cela et la province sera là. Ces fonds de soutien sont en cours d'opérationnalisation, mais il est difficile, d'une part, de manifester sa volonté d'aider un secteur en grande détresse, d'identifier les moyens et le mode opératoire, et d'autre part, de concrètement mettre cela en œuvre, et l'agenda est continuellement chamboulé au gré des évolutions négatives de l'épidémie. Le département des affaires culturelles est bien sûr mobilisé à travers les fonds de soutien, et ces agents sont autant de relais sur le terrain pour répondre aux besoins de ce secteur, dès lors que celui-ci pourra s'exprimer sur le quand et le comment. Le conseiller, porteur de l'amendement, dit que le montant de 200 000 € prévu pour les secteurs de la musique, des arts vivants et de la danse est un peu court. Et si le secteur reprend septembre, la province sera assaillie de demandes et il ne sait pas comment elle va y répondre. Le but de l'amendement était de répondre à ces demandes. Le député président précise que des associations, des clubs ou des personnes physiques introduisent déjà aujourd'hui des demandes qui sont traitées par les services provinciaux, puisque pour certaines, elles se projettent dans un temps où elles espèrent qu'on autorisera ce genre de manifestation. Par contre, le même principe est appliqué que celui de l'année passée. Les demandes récurrentes, les contrats programmes, les aides structurelles qui ne se concrétisent plus en action, mais qui sont là pour soutenir le secteur au travers des dépenses de fonctionnement, et ce que l'on ne consomme pas en fonction du moment où on pourra le libérer, on envisagera en 2021 la même procédure que celle qu'on a utilisée en 2020.
Pour l'année 2020, on a pu mettre en œuvre Place aux artistes et les 3 secteurs cités font appel à projets au travers des centres culturels et des institutions reconnues. Les appels à projets sont lancés, les artistes ont la possibilité de rentrer des propositions et quand ils pourront se produire, le budget sera là. Plus de 17 millions sont affectés dans le budget de 2021 à la sécurité civile, c'est-à-dire les pompiers. Donc, on doit arriver à faire certaines économies de réaffectation de moyens et ce qui reste disponible sera destiné à ce secteur. Ceux qui auront encore la possibilité de mettre quelque chose en œuvre pourront être entendus. Mais pour l'instant, il est difficile, même pour ceux qui ont des activités récurrentes ou permanentes au long de l'année, ne pourront travailler qu'à des formes qu'ils pourront présenter le jour où ils le pourront. Mais tout cela dépend de la pandémie et des impositions et contraintes liées à l'ouverture des salles et à l'acceptation du public. Une conseillère fait remarquer qu'on va vers des restrictions, mais il faut être réaliste par rapport à la situation. L'enveloppe n'est pas extensible. Le député président fait remarquer que les articles 501 et 515 n'ont pas été supprimés. Des dossiers affluent, des demandes sont traitées, mais toutes ces formes ne peuvent exister aujourd'hui concrètement et plus on avancera dans le temps, plus il sera bon de convertir ce qui aurait pu être une aide pour une action spécifique, le développement d'un projet, à le soutien à ces associations qui sont des habitués de la province en fonctionnement. Dès que ce sera possible, ce fonctionnement pourra se convertir en un acte concret. Un concert, une pièce de théâtre, un spectacle de rue ou autre. Ils auront les moyens nécessaires. Il y a aussi ceux qui sont en dehors et qui peuvent répondre au travers des fonds qu'on leur a dédicacés. On fera pour eux le même travail, c'est-à-dire que ce qui n'aura pas été engagé pourra être converti en des opérations de relance. C'est à l'aide des moyens qui sont à notre disposition et pas plus. Alors créer un article pour y mettre 1 euro symbolique, ce n'est rien d'autre que de copier ce qui existe déjà. Le président de séance complète ce que la conseillère a dit antérieurement. Ça se passe dans les autres commissions aussi. Ce qui n'a pas été affecté en 2020 sera réaffecté pour la relance, mais il faut aussi que les différents secteurs puissent trouver les solutions et avoir des idées pour la relance. On va devoir faire avec une enveloppe qui sera réduite malgré tout, et on va devoir faire des actions au maximum. La culture, comme tous les secteurs, a besoin d'aide. Le fait de dire de mettre 1 euro symbolique, le symbole, c'est plutôt dans l'action qu'on va essayer de le voir. Le conseiller porteur de l'amendement prend acte que la province va convertir les demandes qui ne sont pas concrétisées pour la relance et voit cela positivement. Mais négativement, il trouve que venir avec l'enveloppe budgétaire réduite de 17 millions à cause de la réforme de la sécurité civile, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Il voit bien la contrainte, mais il trouve que la province doit exiger des autorités supra un autre type de réforme et de financement. Ce n'est pas à la province de venir couper dans ses propres budgets, alors que la province est un opérateur historique de la culture. Ce qu'il entend dire, c'est que les demandes seront moindres que les années précédentes et qu'on pourra faire une petite épargne pour que les 17 millions qu'on doit sortir, on aille les chercher dans ces économies-là. Il comprend la complexité de gérer un budget, mais il n'accepte pas ce réalisme-là. Le député président lui répond qu'il ne faut pas focaliser sur cette matière, sur cette seule matière. Toutes les matières sont impactées, de l'enseignement à la santé, le sport et toutes les autres matières que la province a l'habitude de mettre en œuvre, et c'est une contrainte. Mais la province ne se laisse pas dicter par la région wallonne sans réagir. Un débat constructif s'établit. L'autorité supérieure demande à la province de consacrer de plus en plus de moyens dès maintenant aux zones de secours, mais la réalité budgétaire est là et il n'y a pas de nouvelles recettes. Il y a aussi un impact certain de la crise sur les recettes. En même temps que de devoir réaffecter des moyens aux zones de secours, en même temps, en ayant moins de recettes et en ayant une activité quasi à l'arrêt, il faut arriver à trouver le juste équilibre et soutenir le secteur culturel. Nous allons certainement devoir faire des choix parce que nous n'avons pas de moyens extensibles. Une autre conseillère signale
que ce qui leur est revenu du terrain, des acteurs culturels et des centres culturels, c'est qu'à chaque fois que cela a été possible dans cette période de crise, l'action provinciale a été très appréciée et très utile. Il y a une compétence et un professionnalisme à la province qui est indispensable. Le député président remercie la conseillère pour ses propos qui doivent d'abord aller à l'administration qui, dans la crise, entretient et maintient le lien fort. Un conseiller dit qu'il a les mêmes échos venant des centres culturels, que la province et ses services a fait un maximum. Par exemple, le fait de ne pas programmer signifie qu'on doit déprogrammer et cela crée des coûts, voire des annulations à payer parfois. Également, il faut penser à reprogrammer et à nouveau à annuler, ce qui à chaque fois génère des coûts. Il n'est pas simple pour le moment de gérer la culture et de redémarrer des activités avec l'espoir que ce sera en présentiel. Le président de séance est convaincu que, après ce qui a été dit, il n'y a personne qui pense qu'il n'y a pas lieu d'aider la culture et ce qui est prévu dans les budgets provinciaux et les intentions exprimées doit pouvoir répondre à ce souhait. Au vote, il y a 2 voix pour l'amendement proposé par le PTB, 7 voix contre et 3 abstentions. Merci. Merci, Madame la conseillère, pour ce rapport particulièrement complet. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe PTB, le groupe Écolé, qui s'abstient. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement. Point 10 de l'ordre du jour. Le document 21/AB/02, amendement budgétaire, création d'un article budgétaire à définir visant à la mise en place d'un plan diversité. L'amendement budgétaire a été retiré par son auteur et au vu des explications et informations données en première commission. Le point 11 de l'ordre du jour, le document 2021/AB/03, amendement budgétaire, création d'un article budgétaire à définir pour la cotisation à la caisse de Sécu solidaire des sans-papiers liégeois, montant 1 €. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé un débat. J'invite donc le rapporteur, M. Serge Ernst, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Serge. Merci, M. le Président. Votre deuxième commission s'est réunie ce mardi 26 janvier pour examiner le point relatif à un amendement budgétaire qui demande la création d'un article pour la cotisation à la caisse de Sécu solidaire des sans-papiers liégeois, montant de 1 €. Un commissaire explique le but de cet amendement dans le contexte de la crise du Covid qui se prolonge. Il explique que l'impact budgétaire est important pour les associations qui doivent acheter des masques, du gel hydroalcoolique et aider des personnes, entre autres, pour des soins médicaux. Madame la députée explique que le problème est bien connu de la province et que le CAS répond à toute une série de demandes soulevées dans l'amendement budgétaire proposé. Elle rappelle que le CAS assure un rôle d'information, de coordination, d'accueil de première nécessité, ainsi qu'une aide médicale d'urgence dans le respect du droit des migrants, et ceci dans la discrétion comme ça a été le cas lors de l'accueil au Parc Astrid. Elle annonce que le CAS vient de recevoir et va distribuer avec l'aide du relais social 5000 masques et du gel hydroalcoolique. En complément au travail de terrain du CAS qui est détaillé, elle propose également que l'association qui gère la caisse de sécu solidaire des sans-papiers liégeois introduise une demande de subside au collège. Un commissaire précise que certains sans-papiers ont peur des représailles et sont dissuadés de se rendre au CAS. Il estime donc qu'il faut maintenir l'aide financière et demande un vote sur l'amendement budgétaire proposé. Votre commission vous propose de refuser l'amendement budgétaire par 7 voix contre 3 et 2 abstentions. Merci, Monsieur le Conseiller provincial. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement? Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre? Le groupe Écolo, le groupe PTB, qui s'abstient?
le groupe CDH. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire. Le point 12 de l'ordre du jour, le document 2021-AB-04, amendement budgétaire, impact du Covid-19 sur les populations les plus fragiles, demande d'augmentation d'un budget consacré au département des affaires sociales. À la demande de son auteur, cet amendement budgétaire est reporté au mois de février. Point 13 de l'ordre du jour, le document 2021-150, désignation d'un nouveau receveur spécial pour le restaurant Isil à partir du 1er janvier 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 14 de l'ordre du jour, le document 2021-151, désignation de comptable des matières effectives et suppléantes pour l'IPEPS de Serein, orientation générale et économique. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 15 de l'ordre du jour. Le document 2021-AB-05, amendement budgétaire, création d'un article budgétaire à définir visant à investir dans la création d'outils de promotion du métier d'infirmière, montant 1 €. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et a soulevé un débat. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Mannery, à nous en faire connaître les conclusions. Je l'ai préparé s'il faut, en tout cas. Moi, viens Virginie, moi je m'excuse, mais... Tu me corrigeras si je dis des bêtises. Voilà. Ok. Donc, merci Monsieur le Président, chers collègues. Pardon. Je veux pas C'est à moi qu'il a dit de le faire. Mon eurodame, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le faire? Allez, j'y vais. Tu me corriges si je dis des bêtises, voilà. Chers collègues, votre troisième commission s'est penchée ce lundi sur l'amendement budgétaire donc, portant le numéro 2021-B06 qui vise à soutenir donc, les solutions de garderie pour le personnel infirmier. Cet amendement a suscité un long et très riche débat sur le sujet. Non? C'est parce qu'il réagit, oui. Un long débat sur le sujet entre les membres de notre commission. C'est pas le bon point. C'est moi qui ai merdé, Anne. Ah, c'est pour ça que tu étais rapporteur et pas moi. C'est pas personne de garderie, c'est ça? C'est pas le bon point. J'ai donné le 2021-AB05, il faut être attentif. Mais le titre, c'est quoi? Ben oui, hein. L'amendement budgétaire pour la création d'outils de promotion du métier d'infirmière. Je répète, Marc, tu as la parole. Garde-la. Merci, Monsieur le Président. Et je comprends la confusion de Madame de Franck-Firquet parce que les deux points concernent le métier d'infirmier. Et donc, voilà. Donc, votre troisième commission s'est réunie ce lundi 25 et donc a discuté un amendement budgétaire relatif à la création d'un article budgétaire visant à investir dans la création d'outils de promotion du métier d'infirmier. C'est bien ce point-là. Montant 1 €. Et donc, l'amendement est présenté par le commissaire qui l'a déposé. Et cet amendement part du constat du peu d'attractivité de la filière des études d'infirmerie. Le commissaire propose, entre autres choses, de faire plus que les outils de promotion traditionnels. Le commissaire, et je résume très très fort le développement de son dîner, mais souhaite s'inspirer par exemple de la campagne faite par la Défense au niveau fédéral et de faire un réel tapage médiatique au niveau de la promotion de nos filières du métier d'infirmier. Alors, tout d'abord, M. Anzalone, donc de l'administration, confirme les chiffres inquiétants exposés par le commissaire, des chiffres à la baisse. Il nous informe qu'au niveau fédéral, un projet « Choisis les soins » sera bientôt lancé. L'objectif de cette campagne fédérale est de revaloriser les études d'infirmerie.
Elle consiste en une bourse et une rémunération durant la formation. Par contre, M. Anzalone nuance la présence des étudiants français, telle qu'elle était relevée par le conseiller. Il n'y en a pas tant que ça dans nos filières d'infirmerie. Il y en a 15% dans le secondaire et 6% à la haute école. Ensuite, M. Anzalone présente l'ensemble des outils de promotion de la filière d'infirmerie. Il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les citer, mais entre autres choses, de l'affichage de toutes les sortes, des badges, des publications sur Internet, des brochures, des publi-reportages, des communiqués de presse, des capsules vidéo, des passages au JT, et voilà. Il y aura d'ailleurs encore il y a eu, je pense, aujourd'hui même encore une opération presse à ce sujet. Madame la députée complète la réponse de M. Anzalone, en disant qu'il n'y a pas besoin d'une ligne budgétaire supplémentaire pour mettre le métier d'infirmier et d'infirmière en avant. On le fait déjà. Sur ces propos, un commissaire s'interroge, doit-on se contenter de cela? Ne peut-on pas faire plus? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'imaginer des manières d'être plus efficaces? Plus en profondeur encore dans l'analyse, un commissaire demande si on a lancé une évaluation, une enquête sur l'impact de l'allongement des études du métier d'infirmière et voir si cet allongement a un impact sur les inscriptions. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause l'allongement des études d'infirmière? Un autre commissaire propose 2 pistes de solutions dans la discussion. Peut-être faire travailler les étudiants de la haute école en communication sur le sujet, des jeunes qui parlent aux jeunes, et il n'y a rien de plus efficace pour susciter des vocations. Ensuite, vu qu'on est en période quand on sera en période hors Covid, il n'y a rien de plus efficace pour promouvoir une filière d'enseignement que la présence, de faire ça de visu avec des praticiens. Suite à ces réponses, M. Anzalone se permet quelques remarques. D'abord, la question de l'allongement des études devrait être portée à un autre niveau de pouvoir, un niveau de pouvoir adéquat, et il propose de porter la question à l'ARES. Il peut la relayer si tel est le souhait de la Commission. Ensuite, concernant les travaux de communication qui peuvent être confiés à des étudiants, M. Anzalone dit que des étudiants stagiaires sont déjà accueillis au département communication, mais pourquoi pas solliciter à nouveau leur intégration dans l'équipe sur ce sujet en particulier. Pour les présentations de visu du métier d'infirmier, elles sont gérées par le pôle académique Liège-Luxembourg. Un commissaire demande alors que cette proposition de M. Anzalone de porter la question de l'impact de l'allongement des études d'infirmiers sur le recrutement soit portée jusqu'à l'ARES. Personne ne s'y oppose. Votre 3e commission vous propose in fine de ne pas adopter ce document 19-20/AB/05 par 4 voix pour, 8 voix contre et 0 abstention. Merci. Merci, monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 3e commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe PTB, le groupe Écolo et le groupe CDH. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire. Point 16 de l'ordre du jour. Le document 2021/AB/06. Amendement budgétaire. Création d'un article budgétaire à définir visant la mise en place de solutions de garderie pour le personnel infirmier. L'amendement a été retiré effectivement par son auteur et au vu des explications et informations données en 3e commission, il n'y a donc pas de rapport. Les points 17 et 18 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 3e commission, à savoir le document 2021/152 marché public de services, mode de passation et conditions de marché relatif aux services et fournitures de téléphonie fixe et communication unifiée de la province de Liège pour une période de 5 ans, et le document 2021/153 marché public de services, adhésion à la centrale d'achat du Forem, marché public de services portant sur la maintenance de la solution Cisco existante, l'acquisition de matériel et logiciels du catalogue Cisco, le recours au support sur site, support intégrateur, ainsi que les services de consultance y afférents. Le document 2021/152 ayant soulevé des questions,
J'invite le rapporteur, M. Serge Kappa, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. Chers collègues, on a ce lundi 25 janvier 2021, la troisième commission a examiné les documents dont le Président vient énumérer l'intitulé. Donc je rappelle d'abord le document 2021-152 et le document 2021-153. Après une présentation regroupée des deux points où il est expliqué le rôle d'une centrale d'achat et précisé qu'en l'occurrence la province souhaite d'une part s'attacher à un marché pour le document 153 et d'autre part organiser elle-même le marché pour le document 152, ce qui permettra à d'autres services publics de s'y rattacher. Un commissaire a donc posé la question suivante sur la téléphonie, c'est-à-dire le document 152. Quelles étaient les recommandations formulées par l'administration et y a-t-il des nouveautés proposées? Il lui est répondu qu'on essaye de faire évoluer le marché avec la mise à disposition d'un catalogue réactualisé et qu'on ne reste pas sur les acquis et qu'évidemment on tient compte des remarques autant du point de vue juridique que technique. De plus, au vu de la procédure qui est une procédure concurrentielle avec négociation, le but est d'avoir le meilleur au meilleur prix. En conclusion, bien que ces deux dossiers aient été présentés regroupés, il y a eu un vote séparé qui a adopté les deux points à l'unanimité. Merci, Monsieur le chef de groupe. En ce qui concerne le document 2021-153, celui-ci n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Nous pouvons passer au vote des conclusions de la troisième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Parfait. Qui est pour les conclusions de la troisième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Le point 19 de l'ordre du jour, le document 2021-154, subside d'équipement touristique, modification d'affectation et ou prolongation de délai de justification jusqu'en 2022 pour certaines subventions portant sur les années 2003, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Ce document a été soumis à l'examen de la cinquième commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, Mme Vinciane Sohet, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Votre cinquième commission s'est donc réunie hier pour examiner le point relatif au subside d'équipement touristique, modification d'affectation et ou prolongation de délai de justification jusqu'en 2022 pour certaines subventions portant sur les années 2003 à 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, le document donc 2021-154. Les 19 demandes concernées émanent pour l'essentiel de sites touristiques paraprovinciaux et de quelques tiers bénéficiaires de crédits équipements touristiques. Il est proposé de laisser un délai de 4 ans maximum à compter de la décision du Conseil pour finaliser les projets et justifier l'utilisation des subsides perçus. Il est évident que si l'organisme rencontrait un souci, il pourra contacter les services provinciaux. Cette nouvelle procédure permettra une meilleure transparence. Après un exposé très complet et très bien fait du directeur de la FTPL, un commissaire a salué l'initiative et l'importance de cette décision. Il a toutefois regretté que cela n'ait pas été fait plus tôt.